En 60 ans, la Guinée a évolué. Chaque génération a imprimé sa cadence de changement à l'histoire du pays. Ce soir, focus sur les mutations sociales de 1958 à 2018. Les Guinéens au fil du temps, c'est dans cette édition. Bonsoir. La Guinée, à moins d'une semaine de la célébration du 2 octobre, des dispositions sont en train d'être prises pour la célébration de cette 60e fête nationale. Le sujet s'est même invité ce matin au Conseil ordinaire des ministres. Compte rendu, Bernard Tonguino et Mohamed Sankon. Ils sont au complet pour la reprise des sessions ordinaires du Conseil des ministres après plusieurs semaines de congé. Ce jeudi, les membres du gouvernement se sont largement penchés sur l'organisation des festivités des 60 ans d'indépendance de la Guinée. Des festivités dont le chef de l'État apprécie les préparatifs. Au titre du premier point de l'ordre du jour, une forte mobilisation pour conférer à l'événement tout l'éclat qu'il mérite. Le chef de l'État a informé le Conseil de l'arrivée d'établissements publics en République de Guinée. Le ministre a indiqué que ce projet de décret d'application a pour objectif de compléter ce cadre normatif et de préciser les principales dispositions de la loi pour faciliter sa mise en œuvre. Il est proposé par ailleurs que ce soit le ministre qui assure la tutelle technique, qui porte la politique publique dans laquelle s'inscrit l'organisme qui exprime la position de l'État au sein des conseils d'administration. Le projet de décret rappelle que tout organisme public est placé sous la tutelle d'un ministre qui assure la tutelle technique et que cette tutelle est désignée dans le décret qui autorise la création de l'organisme public de l'État dans une société anonyme. Avant de lever la séance, le président de la République a partagé avec les membres du gouvernement quelques informations sur l'actualité africaine et internationale. Et pour parler de cette célébration, la commission d'organisation a tenu sa troisième grand symposium ce jeudi en hommage à l'illustre médecin Dr Gabriel Sultan. Il est décédé il y a une semaine à 102 ans. Ce grand témoin de l'histoire contemporaine de la Guinée était aussi membre fondateur du Lions Club international en Afrique. Le président Alpha Condé a pris part à cette cérémonie d'adieu. Mohamed Lamine Souma. Prières et recueillements dans la salle des congrès du Palais du Peuple de Conakry à la mémoire du docteur Gabriel Sultan. Une cérémonie funèbre dirigée par le président de la République, le professeur Alpha Condé et son gouvernement, aux côtés de la famille du défunt, ses anciens collaborateurs, l'Ordre des médecins de Guinée, les Lions et Léo Club de Guinée, ainsi que des amis et anciens partenaires venus de l'étranger. Dr Gabriel Sultan est décédé le jeudi 20 septembre dernier à l'âge de 102 ans à l'hôpital sino-guinéen. Grand médecin de carrière, le défunt était chevalier de l'ordre de la santé publique, détenteur. En effet, son émergence sur la scène médicale guinéenne a correspondu à la vitesse de croisière de la lutte contre les maladies endémo-épidémiques, notamment la trypanosomiase aux maladies du sommeil, la lèpre, du bacille de Hansen, la tuberculose, également aussi l'onchocercose ou la cécité des rivières. Mais n'oubliez pas également qu'en ce moment, non seulement la tuberculose fait des ravages, mais également le paludisme faisait des destructions massives et la variole était également à sa pointe. Vous comprendrez aisément que ce monsieur avait énormément à faire. Pour le commun des mortels guinéens ou des humanités de 1960-1970, dès que vous parlez de Gabriel Sultan, on pense à 3 lettres. ITN, intérieur thoracique normal. Ce ITN venait de la radioscopie systématique
qu'ils faisaient pour tous les préscolaires avant leur inscription à l'école pour le dépistage des maladies infectieuses pulmonaires. Surtout les primo-infections qui se transforment en tuberculose. Mais c'est peu dire de ce qu'il aurait fait. Dr Gabriel Sultan a été à la base, de famille en famille, pour l'assainissement. Et gare à vous si on trouvait des gîtes larvaires. Et ce sont eux qui pulvérisaient dans toutes les concessions. Admis à la retraite en 1900. Officiel de gouverneur du district 403 A1. Avec une lucidité surprenante, une sérénité acquise par la sagesse résultant des différents exercices pour dompter le temps, il nous donnait des conseils sur le partage, l'amitié, l'amour et l'humilité, qui du reste symbolise cette belle fleur rare qui pousse sur les hauteurs de Fouta Djallon, dont l'essence très prisée entre dans la composition de parfums non moins prestigieux, Karo Karoundé. Et nous, conscients de notre situation d'éternel apprenant, étions accrochés à son verbe, si affable et conciliant, en ne sachant pas que nous le voyons physiquement pour la dernière fois et que nous aurions désormais à nous remémorer les enseignements du lion fondateur du club appelé Club Doyen Conakry Karo Karoundé, dont j'assure la présidence. Il est à rappeler qu'au cours de la période de novembre 1954 à juin 1969, 15 années durant, le lionisme a eu un parcours dans notre pays. Et ce sont les lions guinéens qui ont parrainé le club Dakar Baobab en 1957. Ensuite, la seconde vie de ce mouvement en Guinée fut concrétisée en 1986 par la remise de la charte du club doyen Conakry Karoundé avec pour président fondateur Dr Gabriel Sultan. Du haut de ses 102 ans de vie sociale et professionnelle bien remplie, sa famille biologique, fils, petit-fils et arrière-petit-fils, retiennent du défunt un rassembleur très rigoureux sur les principes de la bonne éducation et de l'humanisme. Durant toute sa vie, notre père, grand-père, arrière-grand-père a été un modèle d'humilité, de service et de générosité. Les marques de sympathie et la mobilisation des plus hautes autorités, et en premier lieu, Monsieur le chef de l'État, des citoyens, des voisins, des étrangers, du système de santé et du lionisme, sont la preuve éloquente qu'il a su toucher les vies et marquer les esprits, car il traitait tout le monde sur le même pied d'égalité. Grand-père a fait preuve de détermination farouche et est resté actif et autonome jusqu'à son dernier souffle, bien qu'ayant été mis à la retraite officiellement depuis décembre 1980. Il restait dans le temps. À 98 ans, il surfait sur Internet et envoyait des emails. Jusqu'à la fin de sa vie, il a tapé lui-même ses mémoires sur son ordinateur. Au nombre des allocutions à sa mémoire, on retiendra celui du doyen Mamadou Bakaba, ex-ministre de la Santé et ancien collaborateur, et celui du doyen Bureau Kanté, compagnon de l'indépendance, des doyens que le président Alpha Condé, chef de l'État, a tenu à raccompagner de la descente des escaliers à leur fauteuil, témoignant ainsi son respect pour les aînés. En son nom, le ministre d'État Kiridi Bangoura, ministre secrétaire général à la présidence de la République et porte-parole de la présidence, a prononcé un discours émouvant. Monsieur le Président de la République nous a autorisé à son nom, au nom du gouvernement de la République de Guinée, de dire quelques mots. Quelques mots qui sont la suite d'un dialogue ininterrompu qu'il a personnellement, filialement, entretenu avec le doyen, notre vénéré Dr Gabriel Sultan. Les membres de la famille ne seront pas étonnés
que je rappelle qu'à chaque anniversaire de notre vénérable doyen, le président a toujours exigé la présidence du comité d'organisation. Il a toujours exigé d'Albert, de Jackie, de Tanti Didi, de toute la famille, que rien ne se passe autour et pour le doyen sans qu'il soit au courant. Que ce soit les ennuis de santé, les moments plus joyeux comme l'anniversaire et la dure épreuve qu'a été la perte de Tanti Mariama Sultan, qui en partant a laissé son compagnon de toujours. Monsieur le Président de la République, informé très tôt par le ministre d'État Ba Ousmane du décès, a demandé à son ministre d'État, conseiller spécial Ba Ousmane, de tout abandonner et de rester auprès de la famille et de le représenter à toutes les étapes de la préparation et de la réalisation de tous les événements que nous devons à notre illustre disparu. Je voulais donc, malgré que sa modestie en souffre, rappeler ici qu'il fait partie de la famille et qu'il est le premier des fils au premier rang qui a été touché du... Je me souviens, en 2010, en pleine campagne, de temps en temps, le professeur nous disait « Je vais aller voir le doyen Sultan, je reviens ». Qu'est-ce qu'il y ait peut-être les deux hommes, l'amour de la Guinée, une certaine idée de l'humanité, parce que tous, nous retenons du doyen Sultan, pas le médecin, mais l'humaniste, celui qui avait de la bienveillance, qui avait un amour farouche pour son pays, qui avait une forme de nationalisme que nous tendons à perdre de plus en plus, et je crois que les deux fondaient leur relation de fils et de père autour de cet amour partagé pour la Guinée. Monsieur le Président de la République s'est interrogé avec tout ce qu'il a fait pour la Guinée. Il a demandé au Premier ministre, il m'a demandé, il a demandé à d'autres collaborateurs, quel est le niveau de la décoration que la Guinée lui a accordée. On s'est rendu compte que c'est vrai, il a été décoré dans le domaine de la santé publique. On s'est rendu compte, et c'est son effort, il a été compagnon de l'indépendance. Le président a ainsi décidé qu'il va l'élever au grade le plus élevé de l'ordre national du mérite en Guinée. Il a fait Dr Gabriel Sultan, grand officier de l'ordre national du mérite à titre posthume. Dr Gabriel Sultan, faut-il le rappeler, est le défunt père des anciens ministres Jean-Claude et Jacqueline Sultan. Il a rejoint sa dernière demeure ce jeudi 27 septembre 2018 après avoir reçu des prières à la grande mosquée Faisal de Conakry. Paix à l'âme de l'illustre disparu. Amin. Éducation, plus de 11 000 fictifs détectés au sein du personnel enseignant. Ils sont tout de même payés par le budget national. Pour mettre fin à cette saignée financière, le ministère de la fonction publique lance une opération d'assainissement du fichier. Les précisions avec Bernard Tonguino. À 6 jours de l'ouverture des classes, les résultats de la nouvelle opération de recensement et d'identification physique du personnel enseignant sont publiés. Cette autre opération pilotée par le ministère de l'Administration du Territoire sur instruction de la présidence de la République vise à assainir la liste du personnel enseignant inscrit sur le fichier de la fonction publique. Nous, de notre côté, ministère en charge de la fonction publique, avec les structures compétentes, notamment l'inspection générale de l'administration publique, nous avions mis en place un dispositif. Et le premier dispositif consiste à éditer les fiches d'identification biométrique qui comportent toutes leurs données, données d'état civil et les données administratives. Alors voilà le dispositif que le ministère en charge de la fonction publique, en collaboration avec l'éducation, a pu mettre en place pour assainir davantage cette situation afin qu'on ait des effectifs de l'enseignement qui soient actifs sur le terrain. Au cours de cette conférence de presse conjointement animée par le ministre de l'Éducation nationale, la fonction publique et le conseiller chargé de l'éducation à la présidence de la République, des chiffres obtenus du recensement sont diffusés. En dehors de ceux dont le salaire est domicilié au niveau du cabinet du MENA, qui sont au nombre de 1284,
pour lesquels un contrôle est actuellement en cours et va s'achever normalement aujourd'hui. Il n'a pas été possible de retrouver 11 148 agents qui ne sont ni en situation de classe au primaire, ni en situation de classe au collège, ni en situation de classe au lycée, ni dans l'administration scolaire, c'est-à-dire dans les écoles, les directions préfectorales, les directions communales ou l'inspection régionale de l'éducation. Autre question abordée par les conférenciers, la menace des grèves publiée par le syndicat des enseignants. Le ministre Maurice Sangaré appelle les syndicalistes à privilégier la cause de l'école guinéenne en acceptant de revenir à la table des négociations. Notre école ne peut pas avoir de qualité si notre gouvernance n'est caractérisée que par des perturbations. Les perturbations ne peuvent pas nous amener à améliorer les performances que nous recherchons. Parce que ces performances ont des exigences. Tant qu'elles ne seront pas satisfaites, grève ou pas grève, nous ne pourrons pas avancer. Donc je compte sur vous. Je compte sur tous les parents d'élèves de laisser les élèves venir à l'école et je demande à tous les enseignants d'accepter le 3 octobre à 8 h d'être en classe pour le démarrage des cours. L'ouverture des classes est maintenue pour le 3 octobre et l'opération de recensement se poursuit pour identifier les 11 148 enseignants encore non retrouvés. Par rapport à cette opération, le gouvernement de la République de Guinée porte à la connaissance du public que dans le cadre de l'assainissement du fichier des enseignants des 3 secteurs de l'éducation, une mission d'identification des personnels de l'éducation à leur poste de travail a été menée au courant du mois de mars à mai 2018. Au terme de cette opération, 11 148 personnes n'ont pas été identifiées à leur poste de travail. Pour permettre aux intéressés de justifier leur situation, une procédure de paiement manuel des salaires du mois de septembre 2018 est mise en place auprès des comptables billetteurs des 3 départements ministériels de l'éducation, des inspections régionales de l'éducation, des directions préfectorales et communales de l'éducation et des délégués sous-préfectoraux de l'éducation, des directions générales de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, des rectorats des universités, des directions générales des institutions d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le gouvernement demande aux autorités de ces différentes structures de bien vouloir inviter toutes les personnes concernées par cette mesure à se présenter dès le vendredi 28 septembre 2018 à leur comptable billetteur pour percevoir leur salaire du mois de septembre 2018. Pour le gouvernement, le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. C'est parti pour les travaux du Conseil économique et social. Cette deuxième session ordinaire va étudier 2 grandes thématiques, la promotion du monde rural et l'accompagnement de certaines activités économiques. Explication, Yaya Silla. C'est par une minute de silence à la mémoire des proches disparus pendant l'intervalle entre ces 2 sessions que le Conseil économique et social a ouvert ses travaux de la deuxième session. Une session qui se planche sur 2 thématiques, à savoir la promotion des actions du développement économique en Guinée, la promotion des petites et moyennes entreprises, mais également la création des champions nationaux. C'est encore renforcer les recherches et les études sur un sujet brûlant de notre pays aujourd'hui qui concerne la création des champions en matière de promotion des petites et moyennes entreprises. À côté de ceci, il va y avoir
d'autres occupations, d'autres activités ponctuelles qui vont intervenir au cours des différentes plénières et des travaux des commissions du Conseil économique et social de Guinée. Le Conseil économique et social se réjouit du partenariat scellé ou entamé avec plusieurs organisations et institutions internationales. Il s'agit notamment de l'Agence française de développement et du Rotary Club international. Hadjara Biatou Sera Diallo se préoccupe du climat de tension en Guinée et l'invite à la retenue. Depuis le 1er juillet 2018, notre pays connaît des remous sociaux qui inquiètent tous les Guinéens. En tant que maison de paix et de dialogue regroupant l'État et tous les partenaires sociaux, le Conseil économique et social invite tous les acteurs à privilégier le dialogue social et inclusif. Car sans la paix, il n'y a pas de développement. La deuxième session de l'Assemblée ordinaire du Conseil économique et social va durer 60 jours. Le ministère de la Justice vient de rendre public un communiqué de presse relatif aux avancées dans le traitement du dossier des événements douloureux du 28 septembre 2019. Au terme de ce communiqué, on note la clôture du dossier d'instruction en décembre 2017, la création d'un comité de pilotage opérationnel depuis le 1er juin 2018. Les rencontres de ce comité ont permis de réaffirmer la volonté du gouvernement de lutter contre toute forme d'impunité. En outre, les travaux ont porté sur la planification des activités liées à la tenue du procès, la sécurisation des magistrats, victimes, inculpés, témoins et autres intervenants, la recherche de fonds pour l'indemnisation des victimes. Le ministère de la Justice salue les efforts constants des parties prenantes et les exhorte à rester mobilisés pour accompagner l'institution judiciaire jusqu'à la fin de ce procès pour que justice soit faite. Signé le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Maître Cheikh Sako. L'ONU, préoccupée par les enjeux climatiques et les crises dans certains pays, quelle réponse collective faut-il apporter à ces deux préoccupations? La 73e session de l'Assemblée générale des Nations unies a examiné de près ces dossiers et d'autres sujets d'actualité. La Guinée a pris part à ces travaux. De New York, la correspondance de Fatoumata Samora. New York, 25 septembre 2018. Il est 9h du matin, heure locale. Les dirigeants du monde rallient le palais de verre de Manhattan. C'est l'ouverture du débat général de la 73e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. Au centre des discussions, le multilatéralisme. Un multilatéralisme loué par certains et décrié par d'autres. Le secrétaire général de l'ONU et la présidente de l'Assemblée générale, eux, prônent le multilatéralisme renforcé. Ils mettent en avant les défis mondiaux tels que la réalisation de l'agenda 2030 et la lutte contre le changement climatique. Alors que le monde est plus interconnecté que jamais, les sociétés sont de plus en plus fragmentées. Les défis se mondialisent et les peuples se replient sur eux-mêmes. Le multilatéralisme est menacé au moment même où nous en avons le plus besoin. Le multilatéralisme est la seule réponse possible aux problèmes mondiaux auxquels nous sommes confrontés. Le fait de l'affaiblir ou de le mettre en cause ne fait que créer l'instabilité, la confusion, la méfiance et la polarisation. Emmanuel Macron s'insurge contre la nouvelle instabilité du monde et plaide l'avènement d'un nouvel équilibre reposant sur de nouvelles formes de coopération régionale et internationale. En revanche, le président des États-Unis, lui, dénonce l'idéologie du multilatéralisme. Donald Trump promet de toujours donner la priorité à la doctrine du patriotisme, faire de l'ONU une organisation pour tous, une force mondiale fondée sur des responsabilités partagées au service de sociétés pacifiques, équitables et durables. C'est le thème de ce débat général annuel. Pendant une semaine, 193 chefs d'État et de gouvernement devraient se succéder à la tribune des Nations Unies. Parmi eux, la forte délégation guinéenne conduite par le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger.
Et puis cette décision de la HAC relative à la suspension de l'émission Zone Libre de la radio Nostalgie FM et de son animateur Soriba Colentin Camara. Constatant que dans l'émission Zone Libre diffusée sur la radio Nostalgie FM le mardi 25 septembre 2018, l'animateur Soriba Colentin Camara a introduit des invités qui ont tenu des propos allant dans le sens de la remise en cause de la coexistence pacifique entre les communautés ethniques guinéennes, attendu que l'article 108 de la loi organique du 22 juin 2010 portant sur la liberté de la presse stipule que toute allégation ou imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation, attendu que les allégations contenues dans l'émission incriminée constituent une discrimination ethnique, un acte de propagande régionaliste, une atteinte à l'intégrité du territoire national de la République, attendu qu'au cours de son audition en plénière à la Haute Autorité de la Communication le mercredi 26 septembre 2018, M. Ajar Souel Ajar, directeur général de la radio Nostalgie FM, n'a pu justifier le choix et l'angle du traitement réservé à l'émission incriminée, attendu que la Haute Autorité de la Communication, selon les articles 2, 3 et 4 de la loi organique du 22 juin 2010, veille entre autres au respect de l'éthique et de la déontologie, attendu que, eu égard à ce qui précède, la Haute Autorité de la Communication, conformément à la loi, se doit de prendre des mesures appropriées à l'encontre de la radio Nostalgie FM. La Haute Autorité de la Communication, réunie en séance plénière, après avoir écouté la dite émission et le directeur général de la radio Nostalgie FM, a délibéré conformément à la loi. Par ces motifs, déclare que la radio Nostalgie FM a enfreint les dispositions de la Constitution dans ses articles 4, 5 et 6, les dispositions de la loi du 22 juin 2010 portant sur la liberté de presse, notamment les articles 107 et 108, et violer les règles et principes de l'éthique et la déontologie de la profession. En conséquence, la HAC condamne avec fermeté les propos violents tenus par les invités à l'émission Zone Libre sur la radio Nostalgie, rappelle aux médias qu'ils ne doivent pas cautionner l'apologie de propos incitant à la haine, à la division et à l'affaiblissement des institutions de la République, déclare la suspension de l'animateur Soriba Colentin Camara de l'exercice du métier pendant 1 mois, allant du 28 septembre au 27 octobre 2018 dans toutes les entreprises de presse exerçant en République de Guinée, ordonne la suspension de l'émission Zone Libre de la radio Nostalgie pour une durée de 7 jours allant du 28 septembre au 4 octobre 2018 inclusivement, ordonne la notification de la présente décision au directeur général de la radio Nostalgie FM, aux associations de presse et sa publication au journal officiel de la République. Signé la présidente Madame Martine Condé. La mise en place d'un système de management environnemental, les responsables du service qualité veulent réduire les agressions contre Mère Nature. Ils vont mettre en pratique une nouvelle démarche pour lutter contre la pollution venant des entreprises publiques et privées. Algassi Mobar. Le respect des normes environnementales par les entreprises reste une préoccupation dans l'espace CEDEAO. Cela demande beaucoup d'efforts afin que la pollution soit maîtrisée. Un souci qui anime l'Institut guinéen de normalisation et de métrologie. Pour atteindre cet objectif, les prestataires sont orientés vers la norme ISO 14001. Sa version 2015 dicte le comportement à adopter face aux impacts des activités socio-économiques sur l'environnement. Tous les pays de la CEDEAO sont informés de l'existence de cette norme-là. Et de manière particulière, il y a certaines structures privées qui l'ont déjà implémentée à leur niveau. Donc, actuellement, nous sommes au niveau de l'information et de la formation. Et puis après, on va sensibiliser le maximum d'entreprises à pouvoir adhérer à cette norme-là. L'objectif, c'est pour renforcer les disponibilités d'expertise en management de la qualité au niveau de la sous-région. De manière spécifique, il s'agira de former des personnes ressources aux exigences de cette norme. En Afrique de l'Ouest, ce combat est mené sur 2 fronts. À l'échelle nationale, chaque pays tente de satisfaire les exigences environnementales de la dite norme.
Ensuite, le combat pour l'harmonisation des programmes nationaux par le système qualité de l'Afrique de l'Ouest. En cette période cruciale où le gouvernement guinéen cherche les voies et moyens pour lutter efficacement contre la dégradation de notre écosystème, tous les acteurs économiques, notamment les entreprises industrielles, doivent intégrer la vision sociétale et environnementale dans leur système de management afin de maintenir l'équilibre de notre environnement et de booster leur compétitivité sur le marché national, régional et international. En Guinée, la norme ISO 14001 version 2015 est en phase d'implémentation. Elle concerne les entreprises étatiques et non étatiques. La maîtrise de ce système de management environnemental est un motif de culture de la qualité pour la durabilité de l'entreprise. Il existe désormais un institut d'assurance maladie obligatoire. Il s'occupe essentiellement du secteur public et est placé sous la tutelle du ministère de la fonction publique. Cet institut couvre les risques liés à la maladie et aux accidents non professionnels. Adi Kamara. C'est le cas de cet enseignant. Il avait des problèmes de reins durant des années. Je tiens à les remercier d'abord. Ensuite, remercier le gouvernement. Vraiment, c'est une bonne affaire. C'était vraiment dans un état très difficile. Mais grâce à Inamo aujourd'hui, je marche. Et je suis avec la béquille là. On m'a dit de ne pas laisser complètement. C'est petit à petit. Donc j'avais un problème de prothèse au niveau de la hanche. Quand je suis venu ici, j'ai déposé le dossier. Ça a pris du temps, mais quand même, j'ai eu la chance d'aller à Kamsar, à Anami. Donc vraiment, c'est là-bas où le traitement est lié. Il s'agit là de remplir certains critères pour bénéficier de la prise en charge tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Ici, le directeur général de l'Institut, Mamadi Doumbouya, donne des précisions concernant cette prise en charge. Aujourd'hui, la fonction publique peut me dire, monsieur le directeur général, nous mettons à votre disposition 100 000 agents publics. Ces 100 000 agents publics sont ceux qui marchent à la fonction publique. Mais les collectivités, c'est-à-dire les mairies, ont leur aussi agents qu'il faut prendre en charge. Donc les travailleurs de ces collectivités sont aussi pris en charge. Sans compter, en troisième position, que chaque assuré aura à ses côtés ou dans son carnet 5 personnes. Une femme et 4 enfants, dont au moins 3 à l'école. C'est des règles du jeu et tout ceci s'apprécie par rapport à un système de gestion. Donc avec les organisations syndicales, nous avons mis des échéances de taux selon que nous évoluons. On a dit les agents publics vont payer d'abord 5% de leur salaire indiciaire, l'État va payer 10% de ce salaire indiciaire. Il faut que les cotisations tombent. Donc, premier appel, c'est de demander aux organisations syndicales, chacune en ce qui la concerne, vraiment de faire un appel à leurs adhérents afin qu'à un moment donné, on puisse vraiment commencer à cotiser. Cette entreprise initiée par le gouvernement guinéen se veut pérenne et efficace pour le bonheur des agents publics et leurs familles. À présent, notre rubrique en 60, on aborde aujourd'hui la problématique des mutations sociales. La Guinée a évolué. De 58 à maintenant, le pays a fait du chemin. Mais quelles sont les phases et la nature de ces différents changements? En quoi notre vie en communauté a-t-elle évolué? Les mutations sociales avec Kerna Ousmane Diallo. Deux images, deux époques différentes, un même pays. En 60 ans d'indépendance, ce ne sont pas que les images des villes guinéennes qui ont changé. Le mode de vie et de pensée connaît aussi des bouleversements, des mutations sociales inhérentes à l'évolution humaine. La société guinéenne de 2018 n'est pas la même que celle des premières années de l'indépendance et c'est au niveau de l'éducation sociale que les changements sont d'abord perceptibles. L'idée de l'enfant autrefois propriété commune de toute la communauté disparaît petit à petit au
grandes dames des conservateurs des valeurs traditionnelles et de certains intellectuels. Le temps passé, les vieux sages avaient la force sur les enfants. Tu n'osais pas un parent autrui. Non, tu ne l'oseras pas. Tu rencontres un parent sur la route, tu le connais, tu ne le connais pas, tu lui cèdes la route. Tu lui cèdes, tu vas encore, tu t'arrêtes. Tu n'oseras pas lui saluer en première position. Hein. C'est lui qui te salue. Il dit, toi, ça va? Qui est ton père? Tu fais ça poliment, tu dis ton père. Il dit, ah d'accord. Il va faire rencontre à son père. Il dit, oui, je l'ai vu, il n'a même pas osé me saluer. C'était ça. Nous avons tendance à aller vers le mode de vie occidental en créant des familles unicellulaires. Unicellulaire, c'est le père de famille, son épouse, ses enfants, n'est-ce pas? Nous n'avons plus cette vie familiale, cette cour où l'enfant appartenait à la famille, n'est-ce pas? Donc l'oncle, la tante étaient aussi bien responsables de l'enfant que son géniteur. Et donc il y avait une sorte de responsabilité collective qui était exercée par tout le monde, n'est-ce pas, par rapport à l'éducation des enfants, mais aussi par rapport à la solidarité, par exemple vis-à-vis des handicapés. N'est-ce pas? Un handicapé, avant, c'était la famille qui en prenait soin. Tu ne voyais pas de handicapé qui mendiait dans la rue, non. C'était la honte pour la famille d'origine du handicapé, quel que soit le type d'handicap. Avec le développement accéléré des nouvelles technologies et la mondialisation, les mutations sociales s'opèrent progressivement dans tous les domaines de la vie, avec toutes les couches sociales. Acteurs majeurs du développement du pays, les femmes et les jeunes, par exemple, subissent des influences de divers ordres et les traduisent dans leur mode de vie. Aujourd'hui, les femmes, elles sont plus éduquées qu'avant. On a des diplômés de très haut niveau, mais on est moins engagé pour la cause de la femme que nos mamans. Nous sommes moins engagés et nos filles le sont encore moins. Donc ça c'est négatif. Ça c'est négatif parce que sinon, avec le niveau d'éducation que nous avons, avec les moyens financiers dont nous disposons, parce que entendons-nous bien, on dit bon, les femmes sont pauvres. Oui, elles sont pauvres. Par rapport aux hommes, nous sommes les plus pauvres. Mais celles qui ne sont pas pauvres, que font-elles pour aider celles qui sont pauvres? Quelle solidarité nous avons entre femmes éduquées et femmes qui n'ont pas eu le privilège d'être scolarisées, d'aller à l'école ou d'apprendre. Sur une nation solide, il devient urgent de mettre l'accent sur la promotion des cultures locales, elles aussi sous influence, le renforcement du sentiment patriotique et l'enseignement de l'histoire du pays. Avant, sous la Première République, on critique, mais avant, en matière de football, on était parmi les meilleurs. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous fait vibrer? Quand on disait les ballets africains de la République de Guinée sont là, ou le ballet Djoliba de la République de Guinée est là, ça faisait vibrer les gens. Aujourd'hui, nous sommes fiers de quoi? Nous sommes fiers de quoi? L'Institut Polytechnique de Conakry, nous en étions fiers parce que plusieurs Africains qui sont aujourd'hui à la commande dans leur pays, le Burundi, le Rwanda, n'est-ce pas, la Guinée équatoriale, n'est-ce pas, les Seychelles, les Comores, sont les produits des enseignants guinéens. Les parents d'aujourd'hui doivent comprendre qu'ils ont eu une chance d'avoir une bonne éducation à travers les papas d'hier. Ils n'ont qu'à accepter de faire la transmission aux enfants. La célébration du 60e anniversaire de l'accession de la Guinée à l'indépendance va être un moment de réflexion sur le chemin parcouru jusque-là et sur les grandes idées à développer pour construire un État prospère. La prise en compte des mutations sociales dans ce débat va permettre de prévenir les fractures sociales pour réussir le pari d'un développement inclusif où les éléments fondamentaux de nos valeurs traditionnelles demeurent préservés parallèlement à l'ouverture au reste du monde. Total Guinée lance un nouveau produit. Il s'agit de la gamme Total Excellium, un type spécifique de carburant qui nettoie et protège le moteur pour le rendre plus performant. Le produit est déjà disponible dans les stations Total dans les deux versions, essence et gasoil, comme nous l'explique ce publi-reportage signé Maïmouna Bella Diallo. Un nouveau produit pour les engins roulants.
Total Excellium est une gamme de carburants spécifiques qui nettoie et protège les moteurs de véhicules. Mis sur le marché par l'entreprise Total Guinée, ce type de carburant permet aussi de rendre les automobiles plus performantes, plus économiques et moins polluantes. Total Excellium rentre dans la ligne de l'innovation qu'offre habituellement la société pétrolière à sa clientèle. Nous avons aujourd'hui au niveau de notre clientèle deux grosses préoccupations. La première, c'est d'abord consommer moins, donc avoir une facture énergétique qui se réduit. Et la deuxième, c'est ménager sa mécanique, avoir un moteur qui dure beaucoup plus longtemps. Nous avions ce produit disponible en Europe, en France, aux États-Unis, etc. Et nous l'amenons aujourd'hui en Guinée pour que les populations et le consommateur guinéen puissent bénéficier de cette innovation. C'est un produit plus performant. Pourquoi performant? Parce que lorsqu'on nettoie le moteur, on conserve et on préserve les performances du moteur dans la durée. Ce qui est très important également, c'est qu'on va polluer moins. Puisque lorsqu'on a un moteur qui est performant et qu'on dit comme un produit de qualité. Depuis plusieurs années, la compagnie Total œuvre pour satisfaire ses clients. Grâce aux nombreuses innovations opérées par l'entreprise, Total Guinée est le leader de la distribution de produits pétroliers en Guinée. C'est la fin de cette édition d'information. Merci.